Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine et aujourd'hui même, nous sommes le 20 août et qui dit 20 août dit vacances, sauf que les grimpeurs ne connaissent pas le mot vacances et quand il n'y a pas de compétition, qu'est-ce qu'on fait? On en invente d'autres. Et oui, l'IFSC, la Fédération Internationale, vient d'annoncer la tenue d'une nouvelle compétition pour la fin d'année et tenez-vous bien parce que le format est historique et j'ai déjà très hâte de le voir. Donc on vous parlera de ça, mais on parlera aussi falaise avec l'Italienne Laura Rogora qui vient de briser un nouveau record avec des performances à vue. Enfin, on parlera aussi des World Games de Chengdu en Chine. On est parti. News numéro 1, et il y a 2 semaines, l'IFSC, la Fédération Internationale d'Escalade, a lâché une énorme bombe. À partir de cet automne, une nouvelle compétition verra le jour sur la planète escalade avec la IFSC Nations Grand Final, comprenez la grande finale des nations. Une nouvelle compétition d'escalade donc, et attention, tenez-vous bien, puisqu'il ne s'agira pas seulement d'une variante au niveau de l'échelle de la compétition, mais bien d'un tout nouveau format. Déjà, cette compétition ne sera pas une compétition individuelle, mais bien une compétition par équipe, avec 2 athlètes par genre qui représenteront leur nation dans un format combiné qui réunira bloc et difficulté. Et si le format reste pour l'instant très flou, on sait déjà que chaque athlète de l'équipe devra participer aux 2 disciplines, bloc et difficulté. En plus de ça, la deuxième grosse nouveauté du format, c'est qu'il s'agira d'une compétition invitationnelle. Alors pour faire court, en sport on a différentes modalités d'inscription aux compétitions. Parfois n'importe qui peut s'inscrire, on appelle alors ça des Open, et parfois il faut s'y qualifier selon certains critères comme en Coupe du Monde, dans lesquels chaque pays se voit attribuer un nombre de quotas en fonction de ses performances, qu'il peut ensuite redistribuer à ses athlètes. Et bien pour cette Nations Grand Final, seuls les 6 pays les mieux classés au Nations World Ranking combiné pourront envoyer leur équipe, un classement que dresse chaque année l'IFSC en fonction de la performance des athlètes de chaque pays. Alors de base, ce Nations World Ranking il est pas très prestigieux et jusqu'à présent il servait surtout pour attribuer des quotas aux différentes nations pour qu'elles puissent envoyer des athlètes en coupe continentale. Et d'ailleurs le Nations World Ranking combiné, il n'est même pas affiché sur le site de l'IFSC, donc ce sera sûrement un classement qui sera rajouté si la compétition devient populaire. Et cette année, les 6 meilleures nations de ce classement sont le Japon, la France, la Slovénie, l'Autriche, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui seront donc les toutes premières participantes de la compétition. C'est donc un format que j'ai forcément extrêmement hâte de voir et qui soulève plein de questions comme quels athlètes représenteront les nations ayant un fort vivier de talent comme la France ou le Japon, quel sera le système de points utilisé pour les épreuves et quel aspect stratégique apportera-t-il à ce format par équipe ou tout simplement est-ce que la compétition va bien marcher. Et oui, car malgré la hype sur le papier, cette Nations Grand Final interroge aussi sur la complexité du circuit, déjà régulièrement mis de côté par certains compétiteurs, et on peut aussi se demander si y ajouter une nouvelle compétition était la meilleure chose à faire. Enfin, il ne faut pas imaginer non plus que l'IFSC a sorti l'idée de son chapeau au tout dernier moment, puisque cela fait des années que la compétition est en préparation, et d'ailleurs elle est directement dérivée d'un événement qui a eu lieu en 2021 à Salt Lake City. À l'époque, entre les 2 étapes de Coupe du Monde de la ville américaine, les nations s'étaient affrontées dans un tournoi amical en équipe de 2 grimpeurs, mais cette fois-ci mixte et seulement en bloc. Concernant l'aspect stratégie, c'était au coach de chaque équipe de décider quel grimpeur ou grimpeuse envoyer en fonction du profil du bloc, un événement qui a donc bien évolué pour en arriver à ce format de Grand Nations Final, une compétition qui se déroulera dans la ville de Fukuoka au Japon du 23 au 26 octobre prochain et qui, on l'espère, sera accessible facilement à la diffusion. News numéro 2, et il y a 3 semaines, l'histoire de l'escalade a encore été bousculée par l'Italienne Laura Rogora, qui a tout simplement encore Laura Rogoré le monde de l'escalade en devenant la première femme à réaliser à vue une voie côté 8C+, avec ultime sacrifice dans les gorges de loup près de Nice, une performance exceptionnelle qui, on le rappelle, signifie enchaîner une voie sur son premier essai et sans avoir eu aucune information sur la voie, contrairement à une ascension flash. Avec celle-ci, elle forge encore un peu plus sa légende sur rocher, elle qui était déjà la 3e femme à enchaîner une voie côté 9B avec Ali Hulk extension totale, puis la première dans le 9B/+ avec Erebor en Italie, récemment dépossédée de ce record par l'américaine Brooke Raboutou et son enchaînement d'Excalibur 9B+. Elle montre avec cette réalisation à vue qu'au niveau de l'aisance naturelle sur rocher, personne ne lui arrive
arrive à la cheville. Au niveau des précédentes ascensions à vue, c'est la Slovène, ultra dominatrice du circuit compétitif Janja Garnbret, qui avait réalisé la première ascension confirmée en 8C à vue en 2021 avec la voie Fish Eye à Oliana, avant d'être rejoint l'année suivante par la coréenne Cha Eun-seo avec l'Antagonista à Monsan en Espagne. Finalement, Laura s'était immiscée dans ce cercle très fermé en 3e position avec l'enchaînement d'Ajo Crudo en 2024 dans les Picos des Europa. Derrière, la Slovène et Laura s'étaient envolées au compteur, ajoutant chacune 2 nouvelles réalisations en 8C à vue à leur palmarès, contre une seule autre pour la coréenne, et c'est finalement Laura qui sera la première à débloquer le palier suivant. Pour comparaison, chez les hommes, la cotation maximale atteinte à vue est de 9A, soit simplement un cran au-dessus, un palier simplement atteint par 2 grimpeurs, le tchèque Adam Ondra à 3 reprises contre 2 pour l'allemand Alexander Megos. Enfin pour Laura, cette réalisation à vue ne sonnait pas la fin de son voyage puisque l'italienne en aura profité pour s'offrir une liste de croix complètement dingue avec pas moins de 10 voies entre le 8C et le 9A+, dont une nouvelle 8C à vue. Bref, de quoi nous donner l'eau à la bouche et espérer que Laura se tourne maintenant vers un projet en 9B+. News numéro 3, en ce mois d'août, les compétitions étaient en pause pour laisser le temps aux athlètes de souffler et pourtant du 14 au 16 août dernier se déroulait bien un événement compétitif d'escalade avec les World Games, une compétition majeure de la scène internationale fondée en 1981 et réunissant tous les 4 ans le gratin mondial pour s'affronter dans différentes disciplines. Mais alors pourquoi est-ce que je ne vous en ai jamais parlé cette année, me direz-vous? Parce que tout le monde s'en fout? Ouais, sûrement. Alors je rigole, mais c'est un peu vrai, déjà parce qu'en tant que compétition alternative, les World Games sont souvent vus comme une version un peu wish des Jeux Olympiques, un doublon avec pour seul but de créer toujours plus de spectacles. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, officiellement, les World Games, ça sert aussi à certains sports dont l'accès aux Jeux Olympiques est bouché, de se faire connaître comme cette année le sauvetage de mannequins en piscine, le tir à la corde, qui en anglais s'appelle le tug of war, le fistball qui est un genre de volley sur terrain géant, le korfball qui est un genre de basket avec un ballon de hand, ou mon préféré, le casting qui est littéralement du lancer de lignes de canne à pêche, mais pas dans l'eau. Ça me fait rire parce que vous savez, on dirait que c'est une de ces réalités alternatives où tout est pareil, mais il y a quelques petits détails différents juste parce qu'il y a un mec, il y a 143 ans, qui a marché sur un écureuil et ça a foutu le bordel, on sait pas trop pourquoi. Quant à l'escalade, si en 2022 à Birmingham elle était entièrement représentée avec bloc, difficulté et vitesse, cette année seule la vitesse était présente. Et comme je l'ai déjà dit dans de nombreux épisodes, eh bien la vitesse en escalade c'est vraiment une discipline exceptionnelle. Exceptionnelle. D'ailleurs, il n'y avait effectivement que la vitesse de représenter, mais en tant que laboratoire parfait pour le test de nouvelles disciplines, les Jeux mondiaux auront également proposé d'autres épreuves dans la discipline, le relais et la vitesse sur 4 voies, des épreuves que l'on a déjà doucement commencé à voir émerger, notamment au Test Event de Madrid l'année dernière. Enfin, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour cette édition 2025 à Chengdu, la Chine aura survolé les débats, avec pas moins de 10 médailles sur les 18 distribuées, dont 5 en or sur 6 possibles. Chez les hommes, en individuel classique, c'est la victoire surprise de Shu Hongchu sur l'américain Samuel Watson avec un temps de 4,80 qui donnera la victoire à la Chine, ainsi qu'une 3e place du plus connu Django Long. En vitesse 4 voies, alors que l'américain recordman du monde ne prenait pas part à la compétition, c'est Django Long qui l'emportait cette fois-ci avec un temps de 4,74, record de cette nouvelle épreuve et son meilleur temps personnel. Derrière lui on retrouvait l'indonésien Kirmal Katibin et Richard Reibolin. Enfin en relais, l'équipe chinoise l'emportera encore une fois face à l'équipe américaine, ou plutôt les 2 équipes américaines qui termineront sur la 2e et 3e marche du podium. Chez les femmes, c'est simple, en épreuve classique, on retrouvera un podium 100% chinois avec Li Juandeng, Yu Meiqin et Yafei Zhu. En individuel sur 4 voies, c'est Desak Maderi Takusuma Dewi qui l'emportera devant la chinoise Yu Meiqin, encore en argent, et sa compatriote indonésienne Raja Salsabila. Alors qu'en relais, c'est encore plus impressionnant avec les 2 équipes chinoises qui termineront sur les 2 premières marches du podium, tandis que les États-Unis devront se contenter de la 3e place. Enfin, si vous voulez revoir toutes ces épreuves en intégralité, elles sont disponibles gratuitement sur le site live.worldgames.org, et si les Français n'y auront pas particulièrement brillé, on retrouvait heureusement Manu Cornu en miniature pour illustrer parfaitement la discipline. Et dans le reste des news, le grimpeur écossais Will Bosey vient de sortir sur YouTube la vidéo de la libération de son dernier 9A blog The Realm of Torment. Alors il ne s'agit pas là vraiment d'une grande découverte en soi, étant donné que Will, comme à son habitude, avait énormément documenté son travail du bloc. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, la vidéo n'est pas un monument cinématographique du style, mais bon, que voulez-vous, quand on enchaîne des 9A à la semaine, savoir faire une transition n'est pas votre premier problème. Attendez, il a changé de t-shirt là. Comment il a fait?
Bon, et puis de toute façon, ça fait toujours 10 fois plus de vues qu'un Caillou News, et c'est bien normal, et moi je vous laisse avec le lien en description. Et toujours dans le reste des news, décidément on se demande si cette pause estivale en était vraiment une, puisque ce début août auront eu lieu les championnats du monde jeunes à Helsinki en Finlande, des championnats du monde un peu particuliers, puisqu'avec le récent changement de catégorie de l'IFSC, ceux-ci ne voyaient que les catégories U17 et U19 concourir. Alors comme d'habitude, je ne vais pas revenir sur tous les résultats en détail, mais ce que l'on notera, c'est d'abord la belle médaille de bronze de la française Louise Pouech-Yazid en difficulté femme, alors que l'espagnole Jayla Macia Martin, qui a déjà effectué sa première finale de Coupe du Monde en senior cette année, remporte le titre et sera la seule à remporter 2 médailles dans ces championnats du monde jeunes, avec aussi une deuxième place en bloc. Enfin, la médaille de Louise ne sera pas la seule côté tricolore, puisqu'elle est accompagnée par celle en argent de Sam Richard en bloc U19, lui aussi déjà fort de quelques belles expériences en Coupe du Monde, qui terminera juste derrière le japonais Kodai Yamada, mais aussi celle de Lou Auclair en bronze en bloc femme U17, ou encore celle de Paco Lehmann en vitesse homme U19. Et la semaine dernière, l'IFSC, la Fédération Internationale, a annoncé quelques informations sur la prochaine saison de Coupe du Monde 2026. D'abord, l'une des étapes se déroulera à Santiago au Chili pour la première fois de l'histoire de l'escalade, une information qui montre la volonté insistante de l'IFSC de s'implanter aussi en Amérique du Sud, après Curitiba au Brésil cette année. Puis deuxième révélation, la tenue des futurs championnats du monde jeunes en Italie à Arco en 2026. Concernant le reste du planning de la saison, il faudra encore un peu patienter et attendre de nouvelles annonces officielles qui auront lieu normalement dans les prochaines semaines. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et c'est la grosse croix de la semaine avec le Suisse Dylan Schwatt qui enchaîne la mythique Move 9B dans la grotte de Flattenger en Norvège. Une croix aussi impressionnante qu'inattendue, alors que cela faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler du jeune Suisse de 24 ans. Un exploit qu'il aura réalisé après avoir projeté la voie pour la première fois de sa vie, sans se blesser ou sans devoir recommencer bien plus tard. Il s'agit là de sa première voie dans la cotation, et pas n'importe laquelle, puisqu'entre son aura mythique avec son esthétisme et sa localisation, elle est aussi connue pour être souvent considérée comme entre le 9B et le 9B+. Au passage, Dylan aura fait étalage de tout son talent pour accompagner l'enchaînement de quelques autres croix de choix dans la grotte, avec la première longueur de Change 9A+, qu'il confirme bien plus facile qu'auparavant avec des genouillères, mais aussi Illusionniste 9A ou encore Little Badder 9A également. Et imaginez passer 3 semaines sans Caillou News pour ne pas parler de Jules Marchalan à la fin. C'est impossible, on le sait tous, et ça tombe bien puisque Jules n'est pas en vacances ou bien n'a pas compris le concept, on ne sait pas trop. En effet, le français vient d'enchaîner en 3 semaines une razzia de croix avec super finale, 9 à voie Orawil en Suisse, mais aussi Compath Nurse 8B+, sur le site de Fionnet, et surtout ses 2 premiers 8C blocs avec Big Nose et Foundation Edge sur le site de Fionnet. Parmi ces 2 derniers, on se concentrera d'abord sur Big Nose, un bloc justement ouvert par le Suisse Dylan Schwatt que Jules aura réussi en seulement 30 minutes. Une performance qui a de quoi faire pâlir quand on sait que le bloc n'était jusqu'à présent pas la première priorité du grimpeur français, qui préférait garder son endurance en travaillant en voie pour les compétitions. Enfin, il annonce que les compétitions sont terminées pour lui cette année, ce qui lui laisse de la place pour de gros projets sur Caillou, et notamment son prochain objectif Permanent Midnight Low 8C+, dont il a déjà enchaîné le départ debout en 8A+, durant ce voyage. Bref, Jules Marchalan, c'est tout simplement le tube du moment, à tel point que je pense sérieusement à lancer l'émission Les Croix de Jules Marchalan. Ce serait tous les samedis à 20 h, je porterai un mulet, et tous les consultants feront de la kilterboard en chantant du Jules. Tranquille, la bonne ambiance comme on l'aime. Et un qui n'a pas fini sa saison par contre, c'est l'autre français Max Berton qui enchaîne pourtant la moustache qui fâche, 9A+, sur le site de Entraigues près de Briançon. Avec les températures très hautes des dernières semaines, Max sera pris un peu de hauteur pour aller chercher l'enchaînement de sa première voie côté 9A+. Pour ce faire, il aura dû y mettre 7 sessions réparties entre cette année et un voyage l'année dernière. Tout ça principalement à cause d'une mauvaise section de main sur le deuxième crux de la voie. Enfin, bel aparté pour lui dans sa saison avant la reprise des Coupes du Monde en septembre avec Copper, ses examens à la Réunion juste après, et enfin les tant attendus championnats du monde à Séoul fin septembre. Et sacrée performance de l'italien Michael Picolroise sur le site de Rocklands en Afrique du Sud avec le flash de Shaki Warrior 8B+. Alors que la cotation maximale de l'italien n'est entre guillemets que de 8C, il se permet là un flash des plus difficiles et qui 2 mois plus tôt et avant le flash de Foundation Age par l'allemand Yannick Floé aurait fait partie des flashs les plus difficiles du monde. Pour cela, il aura longuement regardé les vidéos de Vadim Timonov et Alex Kazanov sur le bloc avant d'exécuter sa méthode à la perfection. A noter qu'en plus de cette performance, Michael aura profité du séjour pour enchaîner la bagatelle de 12 blocs entre le 8B et le 8C, dont The Smile 8C ou Myrta 8B+, bref, le gâteau sur la cerise.
Et on continue avec Ethan Salvo qui enchaîne 2 monuments avec la voie Dreamcatcher 9A mais aussi le bloc Event Horizon 8C+, sur le site de Squamish au Canada. Dreamcatcher, on ne la présente plus, une voie à l'esthétique incroyable et une longue fissure traversante avant de contourner une arête. La voie libérée par Chris Sharma en 2005 est ensuite devenue le fantasme de bon nombre de grimpeurs, dont par exemple le français Mejdi Schalk qui l'enchaînait pas plus tard que l'année dernière. Quant à Event Horizon, il s'agit pour Ethan de son tout premier bloc dans la cotation à 22 ans. Enfin, il ne faut pas croire que ces 2 enchaînements résultent d'un simple voyage, puisqu'il aura en fait fallu à Ethan plus de 100 sessions sur Event Horizon réparties sur 3 ans pour en venir à bout, et également de nombreux séjours sur Dreamcatcher. 2 objectifs à long terme qui tombent donc au même moment et ouvrent de nouvelles perspectives pour le bloqueur, qui dit vouloir s'intéresser de plus en plus à l'escalade sportive et traditionnelle. Et décidément, les lignes mythiques sont tombées durant le dernier mois, alors que le japonais Satoshi Yoshida est venu à bout de biographie 9A+ sur la falaise de Seus. Le premier 9A+ au monde libéré par Chris Sharma en 2001 est bien connu pour sa qualité 5 étoiles, un fait que le japonais ne contredit pas, lui qui vient de s'inscrire sur 8A.nu, le site de référencement des ascensions, juste pour y noter celle-ci. Une sacrée performance pour le compétiteur donc, qui après être devenu un indéboulonnable du circuit de difficulté, vient de remporter sa première étape de Coupe du Monde cette année. Et si on ajoute maintenant à 21 ans une telle réalisation en falaise, on peut être sûr que la suite de sa carrière sera fantastique. Et on termine avec une nouvelle française qui fait son apparition dans les croix de la semaine, et Lucille Sorel qui enchaîne Zima Blue 8B sur le site de Fionnet. Après une belle saison de Coupe d'Europe et 2 demi-finales en Coupe du Monde, la française de 25 ans rentre dans le gratin de l'escalade féminine de bloc. Pas vraiment un hasard pour elle qui pratique la discipline à côté de la compétition depuis des années et des séjours récurrents à Magic Wood. Concernant le bloc, elle avait déjà essayé l'année précédente mais ne se sentait pas encore assez forte pour l'enchaîner. Cette année, il ne lui aura fallu que quelques sessions pour le faire tomber, et maintenant projeter Compath North, son départ bas en 8B+. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et nous, on vous retrouve dans 2 semaines pour encore plus de news d'escalade. Tchuss!